C'est pas une histoire de volume, c'est une histoire de représentativité. Sur une audience équivalente, des taux de réponse qui sont x5, x6 par rapport à ce qu'ils avaient avant. Il y a d'abord un point de vigilance qui peut être lié à la taille de la structure. Confier ton analyse de tes données stratégiques à un OpenAI, c'est un risque. La moyenne des taux de réponse sur le marché. En gros, on est autour de 5% de taux de réponse moyen. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment après, mais aujourd'hui, notre taux de réponse moyen chez nos clients est autour de 60%. Il y a un autre facteur de succès dans ces boîtes-là qu'on retrouve pas toujours dans les startups. Et je m'attendais pas à parler de ça dans ce podcast avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, acquérir un client coûte très cher. Le garder, c'est devenu essentiel et c'est un art. Un art qui repose sur un élément important, comprendre vraiment ce que vivent vos utilisateurs. Le problème, vous avez probablement trop de feedback. La solution, utilisez l'IA pour les analyser en continu. Pour creuser cette approche, j'ai rencontré Simon Robic. Simon est CPO et cofondateur de Scribe. Scribe, c'est une plateforme de feedback utilisateur 360 degrés qui permet d'observer le comportement client et de collecter des feedbacks utilisateurs. Simon partage un cas concret, celui d'un marketplace e-commerce Smallable. Ils ont pris tous les feedbacks des personnes qui sont allées jusqu'au bout d'un achat. Avec l'IA, ils ont analysé les signaux faibles de ces feedbacks et ces signaux convergeaient vers le même problème. Une fois le problème corrigé, leur taux de conversion a fortement progressé. Découvrez tous les détails de cette histoire dans cet épisode et également comment utiliser l'IA pour identifier les points de friction que vous n'avez pas imaginés. Le framework PTI pour collecter les bonnes données au bon moment, comment avoir un fort taux de réponse pour vos sondages bien supérieurs à la moyenne du marché, comment fermer la boucle de feedback et les pièges à éviter. Mais tout d'abord, revenons sur l'histoire de Smallable. Simon, raconte-nous un cas où l'analyse de feedback par l'IA a directement conduit à une décision produit qui a eu un impact. J'en aurais énormément des histoires à raconter parce qu'on a, tu vois, on a plein de clients qui finalement dont le rôle est d'améliorer leurs produits un peu au quotidien. Et c'est vrai que quand l'IA a débarqué, ça a considérablement simplifié, tu vois, leur boulot pour faire ça. J'ai un exemple qui me vient en tête et je trouve qu'il est assez parlant, c'est l'équipe produit de Smallable. Donc c'est marketplace, e-commerce. Au départ, voilà, notamment autour des vêtements et des objets pour la famille, mais ils font beaucoup de choses aujourd'hui. Et en fait, donc c'était un client de Scribe, voilà, depuis longtemps et avant en fait qu'on déploie des fonctionnalités IA. Et ce qu'il faisait, c'est que tous les matins, en fait, il lisait, tu vois, l'ensemble des feedbacks qu'ils avaient reçus la veille. Donc très très chronophage, mais ça leur permettait d'apprendre beaucoup de choses. Et quand l'IA est arrivée, dans notre produit notamment, ça leur a permis de gagner beaucoup de temps là-dessus et d'identifier beaucoup de points de friction dans leur parcours client, des choses que eux n'avaient jamais imaginées, des choses qu'ils avaient jamais mis dans leur roadmap. Un exemple un peu concret, tu sais, c'est assez classique sur les sites e-commerce de pouvoir avoir une adresse de livraison qui est différente de l'adresse de facturation, et eux c'est quelque chose qu'ils avaient jamais priorisé parce que tu le sais, faut faire des choix parfois et les ressources peuvent être rares et tu vois et précieuses et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte que en interrogeant toutes les personnes qui étaient allées jusqu'au bout d'un achat, donc habituellement des gens à qui on s'intéresse pas trop parce que dans l'analytics c'est juste considéré comme des gens qu'on convertit, c'est un succès, donc voilà, on s'en occupe pas trop. En fait, en venant interroger ces gens-là, ils se sont rendus compte que même ceux qui étaient allés jusqu'au bout d'un achat sur leur site avaient eu un problème, notamment à cette étape-là du parcours, tu vois, la capacité de choisir une adresse différente entre la livraison et la facturation, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent sur leur site pour faire des cadeaux. Et en fait, ça c'est quelque chose, tu vois, qui était un peu des signaux faibles, mais que grâce à l'IA, on a permis de mettre en avant, de rassembler différents feedbacks qui étaient exprimés différemment, mais qui parlaient en fait du même sujet. Et ils ont priorisé ce qui était finalement un quick win, tu vois, parce que c'est pas une grosse fonctionnalité très complexe, tu vois, à mettre en place. Et en fait, ça a eu un impact significatif sur leur taux de conversion, parce qu'il y a plein de gens qui en fait abandonnaient. Comme c'est des gens qui quittaient le site, en plus on avait, tu vois, un peu de difficulté à comprendre pourquoi ils étaient partis. Donc l'analytics pure et dure disait taux d'abandon X%, mais pourquoi est-ce que ces gens sont partis? En interrogeant ceux qu'on convertit, les succès, on a identifié des points de friction. On a pu prioriser notamment cette amélioration-là et avoir un impact concret sur le taux de conversion et donc in fine sur les revenus de la boîte, les performances de l'entreprise. Parce que l'expérience en fait des clients était meilleure et avec cette capacité à répondre à un besoin qui, quand on le raconte comme ça, paraît évident. Ouais, il y a plein de sites e-commerce qui le font, mais parfois tu dois faire des choix, tu priorises d'autres choses qui te semblent plus importantes sur le moment.
Et ça, voilà, clairement, l'IA a permis d'identifier ça sans y passer des heures et des heures, tu vois, parce que ils auraient aussi pu, tu vois, lire l'ensemble des feedbacks et eux-mêmes identifier les sujets récurrents, etc. Mais finalement, en quelques clics et en lisant un tableau de bord un peu clair, ça leur a permis d'identifier ce pain point et de le résoudre, et aussi d'avoir de la donnée concrète pour expliquer aux autres stakeholders en interne, en fait, ce sujet qu'on n'avait jamais priorisé, on va le mettre sur le haut de la pile. Voilà les données qu'on a pour justifier cette décision. Et puis après, t'as la mesure de l'impact sur le taux de conversion qui dit, vous voyez, on a bien fait de prendre cette décision-là, et la prochaine fois, il vaudra probablement mieux se baser sur ce genre de données plutôt que sur de l'intuition ou sur des choses qui peuvent être descendantes, tu sais, parfois qui viennent de la direction, etc. Donc voilà, c'est une histoire, je trouve, qui illustre bien à la fois l'impact que peut avoir des feedbacks quali qu'on va collecter auprès de ses clients, mais aussi comment est-ce que l'IA peut nous aider à gagner énormément de temps dans l'analyse de ces données et dans la capacité à faire ressortir un peu des signaux faibles qui pourtant vont avoir un impact hyper fort sur les performances, quoi. Surtout que là, en fait, ce qui était intéressant, c'est ça fait ressortir avec des signaux faibles un quick win qui a un impact. Et les quick wins qui ont un impact, j'imagine, c'est le pain béni, quoi. Ça montre vraiment des résultats, des succès forts, en fait. Et puis ça encourage à garder cette bonne hygiène dans la prise de décision, tu vois. Il y a plein de manières différentes de prendre des décisions produits. Certaines qui sont basées juste sur ton gut feeling, ton intuition. Comme je disais, parfois c'est descendant parce qu'il y a une vision d'entreprise qui fait qu'on va choisir le projet A plutôt que le projet B. Mais en tant qu'équipe produit, quand tu as ces exemples concrets, regardez, le mois dernier, on a fait les choses dans l'ordre, on a collecté de la donnée, on l'a analysée, on a pris une décision, tu vois, sur des bases solides, et le résultat a été positif. S'il vous plaît, continuons à faire ça pour qu'on continue à avoir des résultats positifs, en fait, dans la durée. On sait que dans la réalité, c'est un mélange un peu de toutes ces sources, tu vois, pour prendre des décisions, mais quand on arrive à créer, tu vois, des case studies en interne quand on fait le boulot dans le bon sens, ça marche. C'est plus facile de convaincre que ça vaut le coup de passer ce temps-là, tu vois, sur le déploiement d'un outil, la collecte des données, l'analyse des données, parce qu'en fait, les résultats sont probants à la fin, quoi. Et pourquoi, justement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui prennent des décisions produits sur du gut feeling ou d'autres, enfin un peu en aveugle, en fait, pas basé sur de la donnée? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, ça peut être lié à la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui se disent data-driven ou customer-driven, mais qui en réalité le sont pas, tu vois, et qui en fait sont plutôt drivés par une vision de la direction et ou alors de l'analyse de la concurrence, tu vois, mais pas vraiment sur les clients et la donnée. Donc ça peut être une première explication. Et puis l'autre explication que nous on voit souvent aussi, c'est même si tu as envie d'être data-driven, même si tu as envie d'être customer-centrique, la qualité de la donnée parfois fait que tu peux pas vraiment l'être, quoi, tu vois. Et si ton analytics est mal configuré, les événements remontent mal, tu traques pas les bons trucs, tu vois, en fait, tu vas pas pouvoir vraiment te baser là-dessus pour prendre des décisions. Et ce qu'on voit souvent, c'est que tu as un effort, tu vois, pour faire un bon plan de tracking, que les données remontent bien, c'est propre. Sauf que c'est pas maintenu dans la durée, et quand les nouvelles fonctionnalités sortent, elles sont pas bien traquées. Quand tu fais une itération sur une ancienne fonctionnalité, t'oublies de remettre le bon tracker, tu vois, quand tu mets en production. Et en fait, tu as pu avoir de la donnée de bonne qualité à un moment, mais c'est pas maintenu dans la durée, et donc 6 mois après tu te retournes, tu dis ah mince, en fait j'ai combien de users qui ont utilisé ce truc, en fait je sais pas, parce que du coup comment je fais pour savoir s'il faut que je travaille là-dessus ou pas, tu vois. Donc moi je dirais qu'il y a un peu ces deux phases. Il y a un sujet culturel, tu vois, il y a plein de boîtes qui en fait sont pas tant que ça attachées à la donnée et aux clients, quoi qu'on en dise. Et puis quand elles veulent l'être, parfois il y a un vrai sujet de qualité de la donnée, ce qui est, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, je sais pas, mais ce qui est de plus en plus un problème à l'ère de l'IA, parce que l'IA, je trouve que c'est garbage in, garbage out, quoi. Si tu lui mets des mauvaises données en entrée, c'est pas magique en vrai, tu vois, c'est que des mathématiques, tout ça, quoi, tu vois. Donc c'est à la fin, ce qui sortira sera pas bon non plus, quoi. Donc
Donc je pense que ça va être l'un des grands enjeux des équipes produits dans les prochains mois, c'est de cleaner un peu toutes les données pour pouvoir bien exploiter l'IA comme il faut, quoi. Justement, pour toi, c'est quoi les bonnes données à collecter? C'est les données qui vont te permettre de prendre des bonnes décisions. Et donc pour moi, elles doivent être autant quanti que quali. Je pense que le premier réflexe des équipes produits, c'est d'abord de traquer des choses qui sont quanti. C'est facile à faire, tu vois, tu mets un outil d'analytics, tu vas commencer à traquer quelques pages, quelques événements, c'est facile. Et tu vois tout de suite, tu vois des tableaux de bord, bon, t'as une idée un peu de combien de personnes utilisent ton outil, etc. C'est évidemment le premier étage, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut essayer d'avoir une couverture la plus exhaustive possible parce que tu sais pas dans 3 mois quelles questions tu vas te poser. Donc il faut que tu puisses en fait mettre des événements un peu partout. Ouais, même si c'est un peu coûteux. Moi, je pense, ce qu'on préconise nous, c'est de le faire quand même progressivement, tu vois, scope par scope, feature par feature, mais pour viser quand même une couverture complète, quoi. Et puis par-dessus ça, aller collecter de la donnée qui va être quali. Sur comment un peu structurer cette collecte quali, nous on la représente un peu comme une pyramide. La base de la pyramide, c'est tes sondes un peu en continu, tu vois, les indicateurs type NPS, satisfaction utilisateur, ce genre de choses qui vont être très génériques. Tu vois, tu vas interroger tes utilisateurs pas à propos d'une partie de ton produit ou d'un morceau de leur expérience, mais un peu globalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand ils viennent expliquer la note qu'ils t'ont mise, ils ont du coup l'opportunité de te parler de tout et n'importe quoi. Et donc, c'est là aussi que tu vas pouvoir identifier les signaux faibles et tout dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est pour ça que c'est pour nous l'étape un peu obligatoire, le premier étage de la pyramide, et qui va te permettre d'identifier des sujets plus tactiques sur lesquels tu vas pouvoir aller te concentrer. Si tu interroges 100 utilisateurs sur du NPS et que tu en as 70 qui te parlent de ton moteur de recherche alors qu'ils pourraient te parler de tout et n'importe quoi, bon, c'est qu'il y a un sujet à creuser ici. Donc, deuxième étage, de manière plus tactique, on va aller interroger les gens uniquement à propos du moteur de recherche au moment où ils utilisent le moteur de recherche, parce que ça va te permettre d'aller identifier des leviers d'amélioration sur ce sujet qu'ils t'ont remonté comme étant un point de friction dans leur expérience. Et le troisième étage de la pyramide, c'est que quand tu as identifié grâce au deuxième étage vraiment ce qui fonctionne pas dans ce morceau-là de ton expérience et que tu priorises des améliorations, et ben en troisième étape, l'idée c'est d'aller mesurer l'impact de ces itérations. Tu vois, est-ce que les gens me demandaient des nouveaux filtres dans le moteur de recherche, je les ai sortis, je vais mesurer s'ils s'en servent, mais quand ils s'en servent, est-ce qu'ils sont contents de s'en servir? Est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins? Est-ce qu'on l'a fait de la manière qu'ils attendaient de nous, quoi, tu vois? Et mesurer cet impact, c'est important parce que ça te permet de soit continuer à itérer, soit de dire ok, le sujet est clos, on a atteint nos objectifs, on peut passer à un nouveau sujet. Donc voilà, c'est une longue réponse à ta question. Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Pour moi, c'est vraiment un bon mélange de quanti et de quali qui permet de vraiment prendre des bonnes décisions et d'avoir une vue vraiment exhaustive en fait de comment est-ce que les gens vivent, quelle expérience ils vivent en fait quand ils utilisent ton produit, quoi. Et sur la partie quali, il faut viser quel volume pour commencer à pouvoir prendre des décisions? C'est pas une histoire de volume, c'est une histoire de représentativité. Tu vois, avec l'approche que je viens de t'évoquer, alors nous on a appelé ça le framework PTI, c'est un mot un peu marketing, mais pour dire pulse, premier étage, tu vois, tu mesures un peu le pouls, tactique et impact. Voilà, PTI. Avec cette approche-là, tu vas potentiellement sur la partie tactique ou sur la partie mesure d'impact, tu vas avoir une approche hyper ciblée de ta collecte de feedback. Et donc, on a des clients qui ont des dizaines et des dizaines de questionnaires qui tournent en parallèle, mais parce qu'ils viennent interroger des petits morceaux de leur audience, tu vois, des petits segments d'utilisateurs. Et si tu as 1000 utilisateurs dans ton SaaS, alors ton Pulse, tu vois, premier étage, tu vas interroger les 1000 personnes, mais ton tactique ou ton impact, peut-être que tu vas avoir que 50 personnes qui seront ciblées.
Et donc, ce qui compte, c'est pas le volume de réponses, parce que tu peux pas avoir plus de 50 réponses dans ce contexte-là, tu vois. Ce qui compte, c'est que sur les 50 que t'as ciblés, t'es autant que possible 50 qui se répondent aussi, tu vois, pour que les réponses soient vraiment représentatives de l'audience que t'as ciblée. Et donc l'indicateur qu'on suit de près, et ça a été d'ailleurs le point de départ de création de Scribe il y a 5 ans, c'est le taux de réponse. En fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un taux de réponse qui soit le plus élevé possible. Pour que quand t'interroges 50 ou 100 personnes, bah t'aies pas 5 personnes qui te répondent, mais plutôt 60, 70, 80. Tu vois, pour moi, c'est ça l'enjeu. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir vraiment dire, OK, dans ce contexte-là, j'ai des données qui sont représentatives, donc de bonne qualité, des données sur lesquelles je peux me reposer en toute confiance pour prendre des décisions. Et c'est pas une histoire de volume, quoi. Tu vois, ça dépend plutôt du taux de réponse et de la représentativité par rapport à l'audience que tu as ciblée, quoi. Du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est devenu indispensable cette collecte continue des feedbacks en 2025, alors que on pourrait penser que ça, de nos jours, c'est pareil qu'il y a 10 ans quand on faisait des produits. Je pense que ce qui a vraiment changé, c'est l'importance qu'a pris la qualité de l'expérience dans la stratégie des entreprises. Je vais enfoncer une porte ouverte, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est un peu la crise, tu vois, économiquement, géopolitiquement, enfin c'est compliqué, quoi, tu vois. Et ça veut dire que, on le ressent tous dans nos boîtes, hein, tu vois, et dans notre vie perso. En vrai, les entreprises, elles font attention à la manière dont elles dépensent de l'argent. Tu vois, c'est tant mieux même quelque part. Mais donc, à une époque, tu vois, il y a 5 ans, l'argent coulait à flot. Les entreprises, du coup, pouvaient dépenser un peu sans compter pour acquérir de nouveaux clients. Et peu importe si ces clients-là étaient vraiment satisfaits et s'ils partaient, parce que j'avais des capacités presque infinies pour continuer à en acquérir de nouveaux, tu vois. Ça a considérablement changé. Les boîtes, tu vois, ont beaucoup moins d'argent à dépenser. Et donc, quand elles acquièrent un nouveau client, elles doivent s'assurer autant que possible qu'il soit satisfait parce qu'il ne faut pas qu'il s'en aille. Ça, toutes les entreprises font le même constat. Et donc, l'univers concurrentiel dans toutes les industries, hein, tu vois, est devenu beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il y a encore quelques années. Et donc, comment est-ce que tu fais pour que des clients que tu as chèrement acquis, te choisissent, mais 2, continuent à travailler avec toi plutôt que d'aller à la concurrence? Bah, en fait, il faut qu'ils vivent une expérience qui est top, tu vois, à la fois qui correspond à leurs besoins, mais qui souvent aille même plus loin que leurs besoins, tu vois, et qui soient ravis et qu'ils aient pas du tout, ne serait-ce que l'idée de te quitter, tu vois, et d'aller voir ce qui se passe à la concurrence. Et donc, dans ce contexte-là, la capacité à délivrer une expérience premium, tu vois, et absolument alignée avec les attentes, voire même qui dépasse les attentes de tes utilisateurs, c'est devenu obligatoire. C'est devenu un élément constitutif de la survie des entreprises, en fait, même, tu vois, dans le contexte actuel. Et donc, pour pouvoir faire ça, t'es dans l'obligation de bien mesurer la qualité de cette expérience. Pour pouvoir délivrer une expérience de qualité, il faut savoir, en fait, quel est le niveau de cette qualité aujourd'hui, et d'où le besoin de venir la mesurer de manière quanti. Donc on a parlé d'analytics, mais tu vois, nous on voit l'impact que peut avoir aussi tout ce qui est session replay, tu vois, analyse des parcours d'utilisateurs, toutes ces données qui sont beaucoup plus quanti, et puis ajouter à ça du quali pour dire tu vois l'exemple que je donnais chez Smallable tout à l'heure, si on s'arrêtait au quanti, en fait ok, il y a tant de taux d'abandon, tant de taux de conversion, cool. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, tu peux avoir des intuitions. Je vais peut-être retravailler le design de telle page, essayer de simplifier telle étape. Mais tant que t'as pas la capacité d'interroger tes clients et qui disent, en fait, le problème, il est à tel endroit, précisément, change ça, s'il te plaît. Il te manque une partie du puzzle, en fait, quoi, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est devenu indispensable, c'est que le contexte fait que l'expérience a pris une place prépondérante dans la stratégie, voire même, je disais, la survie des entreprises. Et donc, pour pouvoir délivrer une bonne expérience, il faut d'abord être en capacité de la mesurer, et puis de la mesurer dans le temps pour voir comment ça évolue, et continuer à identifier les leviers d'amélioration de cette expérience, quoi.
J'interromps cet épisode 30 secondes pour vous présenter Exabrica, l'entreprise derrière ce podcast. Votre projet IT tourne en rond, les silos se multiplient et votre feuille de route reste floue, il est temps de passer à l'action. Chez Exabrica, nous sommes convaincus que votre projet a besoin de 2 choses pour réussir. La première est d'adopter une approche produit et la deuxième est d'avoir un binôme tech et produit aux commandes. Notre secret, des équipes où architectes, développeurs et designers collaborent en parfaite symbiose avec le product manager, transformant chaque contrainte technique en levier pour votre business. Que ce soit pour lancer un nouveau produit digital, refondre une application existante ou moderniser votre IT, contactez Exabrica et concrétisons ensemble vos projets les plus ambitieux. Allez, on y retourne. Donc, d'un point de vue stratégie, si je résume ce que j'ai compris, on a la partie quanti, donc on a l'analytics, les vues, les événements, peut-être les session replay, peut-être la partie heatmap, ce genre de choses qui peut être traqué sur tous les utilisateurs de la plateforme de manière globale, le plus exhaustif possible. Et la partie quali, où on rentre dans ta pyramide PTI. Ouais. Est-ce que tu vois des erreurs, toi, fréquentes, quand tu essayes justement d'aider des entreprises à mettre en place la collecte en continu, des erreurs ou des pièges sur lesquels elles rentrent, en fait? Alors, le premier piège, c'est d'oublier son client. Et c'est assez facile à faire en réalité, parce que quand tu cherches à collecter, tu vois, du feedback, c'est notre cœur de métier historique, la plateforme, et c'est beaucoup étoffé depuis, mais c'est là-dessus qu'on a le plus de recul aussi. Quand tu cherches à collecter du feedback, clairement, il y a énormément d'acteurs sur le marché qui, comme nous, te permettent d'aller collecter du feedback utilisateur. Tu vois, c'est pas nous qui avons inventé ce sujet, loin de là. Et en fait, la plupart des outils sur le marché s'adressent à la personne qui va collecter le feedback. Et donc, tu vois, t'as beaucoup de fonctionnalités pour t'aider à collecter ce feedback, analyser le feedback, mais en fait, c'est des solutions qui oublient qu'à un moment donné, quelqu'un va devoir répondre pour qu'on puisse collecter le feedback. Et donc, pour moi, la première erreur, c'est ça, c'est d'oublier le répondant, d'oublier qu'à un moment donné, quelqu'un va être suffisamment gentil pour, dans son parcours, dans sa journée, accepter de répondre à ta question. Tu vois. Et quand tu oublies ça, c'est là où tu tombes dans le piège de je vais plutôt m'intéresser au volume qu'à la représentativité. Je vais passer du temps à construire des beaux dashboards, mais en fait, je vais avoir peu de données ou des données qui seront de mauvaise qualité à analyser. Et donc, l'erreur à surtout pas commettre, c'est d'oublier le répondant, en fait, quoi. J'ai eu un petit débat sur LinkedIn avec le CEO d'une belle scale-up française il y a pas très longtemps, où il partageait son chiffre de NPS qui était très élevé. Donc je l'ai félicité parce que c'est un succès, tu vois. Mais je l'ai aussi interrogé en disant ce chiffre-là, en fait, je sais pas si tout le monde est familier avec le calcul du NPS, mais c'est la fameuse question sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous nous recommanderiez à vos amis, à vos collègues, etc. Et en fait, toutes les notes qui sont de 0 à 6 sont considérées comme des détracteurs, et de 9 à 10 sont considérés comme des promoteurs, 7, 8 c'est des neutres, et donc en gros on fait la différence entre les gens qui t'ont mis un 9 et un 10, et les gens qui t'ont mis entre 0 et 6, et donc ça te donne une note sur entre moins 100 et plus 100, en gros. Et donc ils avaient, je sais plus de 60 de NPS. Et ça, pour moi, c'est genre tu vois, j'ai un gyrophare qui s'allume quand je vois un truc comme ça. Souvent, ça veut dire que t'as eu peu de réponses. Parce qu'en fait... Pas représentative. Bah du coup, voilà. Si t'as un client qui te répond en te mettant un 9, bah t'as un NPS de 100. Tu vois. Ah oui. J'en mets, bravo. Tu vois. Mais t'as quand même qu'un client qui t'a répondu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la qualité de cette donnée? Tu vois. Et donc, justement, je l'interrogeais un peu là-dessus. Il me dit, mais on a eu 7000 réponses. Donc, je pense que c'est représentatif. Je dis, bah, si t'as 10 000 utilisateurs, c'est clairement représentatif. Et alors là, bravo pour ton NPS. Si t'en as 1 million, tes 7000 réponses, ça veut rien dire, en fait. Tu vois, 7000 sur 1 million, c'est peanuts, en fait, quoi. Et en l'occurrence, ça représentait un peu moins de 10% de sa base utilisateur qui avait répondu à son questionnaire de NPS. Et les 10%, nous, c'est quelque chose qu'on voit systématiquement. En fait, c'est
que les gens très engagés. Donc là, en l'occurrence, je pense que les clients très satisfaits de cet outil qui, s'est dit, je suis tellement content que je vais aller répondre, en fait, quoi, tu vois. Mais donc, tous les gens qui sont un peu plus neutres, qui t'auraient peut-être mis des 6, 7, 8, tu vois, qui en France, parce que t'as aussi des biais culturels, mais qui en France sont pas des mauvaises notes, tu vois, et qui, s'ils t'avaient expliqué pourquoi ils t'avaient pas mis un 9, mais ils t'avaient plutôt mis un 8, et qui donc t'avaient donné des vrais leviers d'amélioration de ton expérience, ces gens-là, ils t'ont pas répondu. Et donc, et ça aurait, nous, quand on déploie Scribe chez des clients, quasi systématiquement, on a une baisse de la note. Et parfois, ça crée un peu de panique, d'ailleurs, chez nos clients, tu vois. Et en fait, on prend du temps régulièrement pour dire, OK, on va regarder les données de votre ancien outil, et on va les comparer avec le nôtre. Et ce qui se passe dans 98% des cas, c'est on a collecté beaucoup plus de réponses, nous, en réalité, et on a, sur une audience équivalente, des taux de réponse qui sont x5, x6 par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et donc, en fait, le score en lui-même a baissé, OK, mais en fait, il est beaucoup plus représentatif de ce que pensent vraiment les gens de l'expérience qu'ils vivent avec toi. Et donc, l'erreur, c'est ça, c'est d'oublier qu'il y a des gens qui doivent répondre, donc de s'intéresser qu'à un volume de réponses et pas à une représentativité des réponses. Et derrière, c'est un cercle vicieux parce que du coup, soit tu te gargarises d'une note qui est un peu gonflée artificiellement, et donc tu loupes l'opportunité d'identifier des leviers d'amélioration dans ton expérience, ou alors tu as des choses qui te sont remontées dans ces feedbacks, mais qui seront pas la réalité de ce que pensent les gens, et donc tu vas prendre des décisions qui seront pas celles qui auront le plus d'impact. Donc sur cette collecte un peu quali, je pense que l'erreur c'est ça, c'est d'oublier qu'il y a des gens qui doivent répondre et donc tout faire pour les inciter à répondre, quoi. Et là, tu as pris l'exemple qu'il y a que les promoteurs qui répondent, qui font monter la note. Ce qui peut arriver aussi dans la collecte de feedback, c'est qu'on a que les gens qui sont pas contents. Ouais, c'est les gens très engagés, soit positivement, soit négativement, tu vois. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. Ouais. En fait, l'enjeu, c'est d'aller chercher. Dans d'autres contextes, on parle un peu de majorité silencieuse. Tu sais, c'est en fait le contexte. Tout l'enjeu, c'est ça, c'est d'aller chercher la majorité silencieuse. C'est des gens qui, tu vois, sont pas fondamentalement mécontents, sont pas non plus hyper contents, mais ça s'explique en fait, tu vois. Et comme je disais, dans le contexte actuel, c'est une question de survie qu'ils deviennent hyper contents et qu'ils restent du coup, tu vois, qu'ils soient fidèles à ton outil ou à ta marque en général, quoi. Et donc aller choper des 5, 6, 7, 8 qui peuvent être des mauvaises notes d'un point de vue NPS, tu vois, calcul pur et dur, c'est capital parce que c'est là que tu as le cœur de ton audience. En plus. Exactement. C'est là que tu as la masse de gens. En fait, elle est dans cette zone-là. Donc, c'est eux que tu dois aller chercher pour identifier comment est-ce que tu peux répondre aux attentes de cette masse-là et pas des extrêmes, extrêmement contents, extrêmement mécontents, en fait, quoi. Du coup, j'ai mis en place cette stratégie. J'ai essayé d'éviter ces pièges en travaillant sur mon taux de réponse pour avoir une représentativité des réponses. J'ai mon quanti, j'ai mon quali, etc. Où est la limite? Tu parlais tout à l'heure à un moment donné, humainement, ça devient compliqué. Tu peux avoir les limites côté humain et tu peux avoir, et c'est là où le sujet du jour, c'est à quel moment l'IA peut aider et à quel point ça peut aider. Est-ce que tu as des exemples concrets où sans l'IA, c'est impossible? Tu as des axes d'amélioration que tu n'aurais jamais détectés si tu n'avais pas eu l'IA à ce moment-là? En fait, pour le coup, c'est dans ce cadre-là que le sujet du volume peut redevenir un problème, en fait, finalement. C'est que si tu collectes quelques centaines de feedbacks par mois, ça reste humainement possible de les lire et t'auras pas forcément besoin d'IA, tu vois. Quand tu en collectes plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, voire millions, comme c'est le cas chez certains de nos clients, plusieurs millions de feedbacks par mois, parce qu'ils ont des audiences gigantesques et des taux de réponse élevés, là, c'est physiquement impossible, tu vois. Ou alors, il faut que tu recrutes une équipe, tu vois, gigantesque, dont le seul métier sera de lire les feedbacks. Ça te fait sourire, mais j'ai rencontré plein de boîtes qui ont effectivement embauché, pas une équipe, mais genre une personne dans l'équipe, dont le rôle est d'aller lire des feedbacks et de faire des rapports. Tu vois, ça existe. Aujourd'hui encore, tu vois, en 2025. Et c'est des personnes qui font un boulot d'analyse et tout qui est génial, hein, tu vois. Mais à quel coût, tu vois, un salaire, forcément, c'est cher. Et c'est des gens qui pourraient probablement être positionnés sur des rôles à plus forte valeur ajoutée, en fait, aussi, tu vois.
Donc oui, tu vois, la limite, c'est ça. C'est quand même dépasser un certain volume. Alors, c'est difficile de le quantifier, mais quand ça te prend beaucoup trop de temps de les lire et que du coup, tu les lis plus tous et donc tu passes à côté de signaux, tu vois, sur lesquels tu devrais te baser pour prendre des décisions, là, l'analyse automatisée, parce que là, on parle beaucoup de feedback, mais en réalité, c'est vrai aussi pour la donnée quanti. Si tu as 100 utilisateurs, tu peux te faire une session par mois où tu vas regarder des session replay, tu vois, et tu peux toutes les regarder dans ces cas-là. Les fameuses sessions du soir de session replay. Il y a des boîtes, tu vois, qui, dans l'agenda des product managers, il y a une demi-journée par mois, par exemple, où ils doivent tous en regarder. Ils font des sessions où ils invitent qui veut dans la boîte à venir en regarder avec eux pour que tout le monde se rende compte de l'expérience qui est vécue par les utilisateurs. Ça, c'est génial. Mais c'est hyper chronophage. C'est hyper chronophage. Et donc, à partir du moment où tu commences à avoir un seuil un peu critique d'utilisateurs et que tu peux plus faire ce travail manuellement, l'analyse de la donnée de manière automatisée, elle est indispensable. Et bonne nouvelle, tu vois, en 2 ans, le gap, le bond technologique qu'on a fait permet d'analyser ces grandes quantités de données et d'avoir une qualité de l'analyse et de la restitution, de qualité de livrable en fait, tu vois, qui est incomparable avec ce qu'on pouvait faire il y a encore pas si longtemps, quoi, tu vois. Moi, là, j'avais créé une première boîte en 2012-13 où on faisait de la gestion des conversations sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'était utilisé par les directions marketing de grandes boîtes françaises et tout. Et il y avait un grand sujet sur la veille. Je veux savoir ce que les gens disent de ma marque, de mes produits, de mes concurrents sur les réseaux. Écouter les conversations, c'était facile, tu vois, collecter tous les tweets, les messages publics sur les pages Facebook. Enfin, ça, c'est facile à faire. Par contre, quand t'as notre premier client, nous, je sais pas si tu te souviens de ce truc, mais c'était Carambar quand ils avaient lancé la campagne On arrête les blagues. Je sais pas si tu te souviens, il y a 15 ans, quoi, tu vois, voilà. Ça avait fait, comme on dit, un buzz incroyable, mais des centaines de milliers de messages. Bah là, l'analyse de ces messages, est-ce que les gens est-ce qu'ils s'en foutent, est-ce qu'ils sont tristes de voir les blagues disparaître, est-ce qu'ils sont contents parce qu'en fait toutes nos blagues sont pourries, enfin tu vois, bah ça c'était impossible de lire tous les messages à la main pour identifier ça et faire un bon reporting sur la campagne et tout. Mais à l'époque, les technos d'analyse, franchement, c'était rudimentaire. On a testé plein de trucs et tout. Enfin, on en construisait nous-mêmes, on utilisait des outils du marché, etc. Mais ça marchait pas bien comparé à ce qu'on sait faire aujourd'hui, tu vois. Donc c'est une bonne nouvelle parce que comme je disais tout à l'heure, c'est devenu indispensable d'être en capacité de bien mesurer la qualité de ton expérience. Et en plus de ça, la technologie nous permet de le faire à grande échelle. Donc tant mieux, quoi. Faut en profiter. Sur la partie session replay, l'IA détecte. Je ne sais pas si l'IA détecte les sessions qui sont intéressantes qu'il faut que tu regardes, ou elle arrive même à faire ce que toi tu fais, c'est-à-dire que quand tu regardes session replay, de ce coup tu tiques sur quelque chose qui est pas normal. Ouais. Alors l'IA elle fait ce que tu lui demandes de faire. Tu vois. Elle peut faire les deux. Oui. Bah, elle peut, dans l'absolu, ça peut tout faire. Oui, en fait. Non mais ma question est plus sur la qualité du résultat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise un outil de session replay, en réalité, c'est pas des vidéos qui sont enregistrées. Tu vois, là, on est en train de se parler et l'outil qu'on utilise enregistre vraiment une vidéo, il va uploader un fichier vidéo, etc. Quand c'est un outil de session replay, comme Scribe ou les autres, tu vois, en fait, ce que ces outils-là font, c'est qu'ils enregistrent toutes les actions, les événements, le déplacement de souris, le clic sur un bouton et le contenu de la page, le texte, la couleur, l'emplacement des éléments, les images et tout ça est transformé en fichier texte. Et quand la session est terminée, le fichier texte est uploadé au logiciel, à Scribe par exemple. Donc, quand tu vas lire une vidéo, quand tu cliques sur Play dans l'outil, en fait, c'est rejoué. Tu vois, on resimule tous les événements, etc. Donc, une fois que tu sais que c'est un fichier texte structuré, etc., bah, c'est un fichier que du coup, tu peux donner à l'IA pour lui dire d'analyser ce qui se passe dans la session, d'identifier les éventuels points de friction. Alors, évidemment, tu passes du temps en tant qu'éditeur de logiciel à travailler sur tout le contexte que tu peux donner à l'IA pour qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer.
Tu dois quand même expliciter un certain nombre de choses, tu vois. T'as des termes techniques au moment où la donnée est enregistrée qu'on va transformer pour que ça soit plus explicite et qu'elle comprenne que c'était un bouton qui s'appelait envoyer, tu vois. Et enfin voilà, et pas juste la donnée technique, quoi. Tout ça, justement, par l'intérieur de la qualité de la donnée. Nous, on doit nettoyer la donnée avant de l'envoyer à l'IA. On doit la formater pour que l'IA soit en capacité d'en faire quelque chose d'utile. Mais effectivement, ce que tu disais, c'est les choses qu'on propose dans l'outil, des suggestions de sessions à regarder, soit parce qu'elles sont particulièrement représentatives de ce qui se passe dans les autres sessions. Donc, t'en regardes une, t'en as regardé 20. Ou alors, à l'inverse, elles sont atypiques. Tu vois, là, c'est quand même... quelqu'un qui a rencontré beaucoup de problèmes, tu ferais bien de t'y intéresser. On peut faire des synthèses, on peut... ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, mais tu peux aller chercher des sessions en langage naturel. Montre-moi toutes les sessions des gens qui ont eu un problème à telle étape du parcours. Tu vois, sans avoir besoin d'imaginer les filtres et tout, bah, grâce à cette donnée et à l'IA, on peut aller ressortir que les sessions qui correspondent. Donc... et puis il y a plein de choses sur lesquelles on est encore en train de travailler, tu vois, mais c'est des... le problème des session replays, c'est que c'est hyper chronophage. Et en fait, l'IA nous permet de gagner un temps fou dans l'analyse et dans l'identification des points de friction dans les parcours. Et donc, dans ta capacité à réagir plus vite, à résoudre plus vite ces points de friction et donc à améliorer plus rapidement l'expérience de tes utilisateurs. Si je résume, tu branches les session replays, les sorties des session replays sur une IA. Tu fais la même chose sur tes surveys. Ouais. Pour tes NPS et tes analyses et tes sondages plus pointus. Il y a d'autres données que tu branches avec l'IA, que tu peux analyser avec l'IA? Dans l'absolu, oui. Avec Scribe, nous, on analyse que les données qu'on collecte. Donc aujourd'hui, il y a effectivement les session replays, il y a les... tu peux mapper ce que nous on appelle des tunnels, donc tu as des parcours clés un peu... et on vient analyser le comportement des gens, tu vois, justement les taux de conversion, taux d'abandon, ce genre de choses. Donc on peut te dire de manière un peu proactive, attention, t'as un taux d'abandon qui augmente dans tel parcours clé. On fait des benchmarks aussi, et donc on analyse comment tu te positionnes par rapport au reste de nos clients qui sont dans ton industrie, tu vois. Donc si ton NPS par exemple est largement inférieur, bah on va te le signaler et on va te donner un peu des pistes pour essayer de l'améliorer. Et puis on analyse effectivement toutes les réponses qui au feedback, enfin tous les feedbacks que tu vas collecter, tu vois, en réponse à tes surveys. Ça c'est ce qu'on fait à date. Et puis on a évidemment beaucoup de choses un peu dans les cartons, mais ça te permet en fait d'avoir un peu une vue globale, une synthèse, de dire ok en fait je vois grâce aux sessions, à l'analyse des parcours, qu'il y a un problème à tel endroit dans mon produit. Et j'ai identifié ça vite. J'interroge les gens à cet endroit-là spécifiquement. Et j'ai la capacité d'analyser rapidement un grand nombre de réponses si j'ai beaucoup de gens qui rencontrent ce problème. Et donc, très vite, je vais savoir que, ok, j'ai un problème à cet endroit-là, mais en plus, je sais comment je peux le résoudre parce que je sais ce que les gens attendent. Donc, je vais plus vite en production, tu vois, avec une itération et je peux voir si le problème est résolu dans la donnée ou dans les feedbacks. Mesure de l'impact et savoir s'il faut que je continue à itérer ou si je peux passer à autre chose, quoi. Mettre en place cette démarche, c'est quoi les étapes? Ça prend combien de temps de commencer à t'outiller avec une IA pour pouvoir analyser ta collecte de données? Ouais, pardon, je me rends compte que avec ta question là, que j'ai répondu qu'en partie à ta question d'avant, du coup, parce que j'ai répondu qu'en étant focus sur ce que nous on faisait, mais en réalité, ta question c'était qu'est-ce qu'on peut analyser avec l'IA. Donc, nous on analyse ce qu'on collecte. Même demain, que vous pourrez faire même demain chez vous. Ouais. Mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent être complémentaires des solutions comme nous, qui vont te permettre de centraliser d'autres sources et grâce à l'IA d'analyser ces autres sources aussi. Tu vois, je pense à des outils dans l'univers product. Je pense à des gens comme Cycle, par exemple, qui est un peu un concurrent de Product Board ou tu vois de ces outils-là. Mais eux, ils sont un peu AI first, tu vois, dans leur approche. Et en gros, nous, on est intégré avec eux. Par exemple, on va être une source de données pour eux. Mais ton Slack, c'est une autre source de données. Ton chat du support client, c'est une autre source de données. Tu peux lui envoyer des emails. Tu peux aussi lui envoyer des recordings d'interviews que tu fais avec tes clients, enfin tu vois, ou tes utilisateurs, tout ce genre de choses. Et tout ça passe à travers de l'IA pour identifier du coup des
des patterns, des sujets qui sont récurrents et t'aider à itérer sur ton produit. Donc nous, on fait pas ça, tu vois, cette centralisation de sources. Nous, on analyse ce qu'on collecte, mais qu'est-ce que tu peux analyser avec l'IA? Finalement, un peu toute ta donnée utilisateur, aujourd'hui, elle est analysable, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Et du coup, j'ai oublié ta deuxième question. La question, c'était quand tu le mets en place, combien de temps ça prend de mettre en place? C'est quoi les grandes étapes? Imagine, j'ai un produit et aujourd'hui, j'ai juste un outil d'analytics basique. Et je me dis, non, je veux aller plus loin. Je veux faire du session replay. Je veux commencer à mettre du survey. C'est quoi? Ça me demande quoi comme effort? C'est quoi le temps que que je vais mettre en place, etc. Voilà. En fait, il y a forcément une première étape de déploiement technique. En fait, il faut qu'on vienne se brancher dans l'outil SaaS ou dans l'application mobile. Donc, il y a une phase de déploiement. Que mettre en place Analytics. Ouais, alors le premier niveau, c'est effectivement un copier-coller, tu vois, du SDK. C'est un morceau de JavaScript sur le web, tu vois, voilà. Donc, tu peux t'arrêter à ça et ça va marcher. Après, tu peux aller dans une étape 2 où tu peux nous envoyer un peu plus d'infos de qualification sur les utilisateurs. Qui va te permettre d'avoir des créations d'audience qui vont être plus précises. Je vais interroger que les gens qui ont un rôle administrateur dans mon app et pas les autres, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième niveau, qui forcément est un petit peu plus coûteux, mais qui te débloque beaucoup de use cases derrière. Oui. Et qui est pas non plus surmontable. Non, clairement pas. Et puis le troisième niveau, c'est tout le tracking d'événements. Parce que tu peux dire, je veux traquer que de la navigation, mais si je veux en plus traquer des actions spécifiques, il faut les déclarer, tu vois. Et c'est peut-être quelque chose que tu fais déjà avec Mixpanel, tu vois, par exemple, ou d'autres produits. Et donc, produits. Ça, exactement. Si tu le fais déjà avec Mixpanel, avec Amplitude ou avec ce qu'on appelle des CDP, donc des outils qui servent que à faire du tracking et après à redistribuer la donnée comme Segment, Rudderstack ou autre, et en fait, c'est idéal parce que nous, et on n'est pas les seuls, tu vois, à faire ça, mais nous, typiquement, on vient se brancher à ces sources de données et t'as pas besoin, exactement, t'as pas besoin de refaire ton tracking pour nous. Donc là, c'est vraiment un copier-coller et après 3 clics dans ton CDP pour nous envoyer la donnée. Et c'est tout, quoi. Donc le démarrage, il peut vraiment être très peu coûteux. Après, si t'as rien du tout aujourd'hui et que tu veux démarrer en ayant un plan de tagage qui soit exhaustif dès le départ, voilà, ça va être coûteux. Donc nous, c'est pas ce qu'on recommande à nos clients, même s'il y a rien aujourd'hui. On dit, OK, c'est quoi ton premier projet prioritaire? On traque que ça, puis on fera la suite après. On va le faire étape par étape. Sinon, en fait, les équipes produits, elles arrivent jamais à prioriser ça dans leur sprint si ça devient un chantier gigantesque. Tu vois, t'as toujours mieux à faire que de traquer des trucs, en fait. Même si je pense que c'est une erreur, mais dans la tête des équipes, tu vois, il faut faire des petites itérations pour avoir des premiers petits succès pour pouvoir légitimer la démarche. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, donc ça peut dériver, ça peut être coûteux, mais en réalité, si tu fais le projet dans le bon sens, c'est très peu coûteux de démarrer. Puis après, c'est que de la config. Tu vois, sur du session replay, le truc le plus simple, c'est de dire, vas-y, enregistre-moi toutes les sessions. Puis après, j'irai filtrer, j'irai requêter. Ou alors, tu sais déjà que tu veux t'intéresser à un scope spécifique, tu vas enregistrer que ce scope. Sur les surveys, premier étage de la pyramide, lance un NPS ou un survey de CSAT, tu vois, là c'est une note de 1 à 5. Commence par ça, et puis on verra la suite après, mais déjà tu auras un indicateur que tu vas pouvoir suivre dans la durée, et tu vas déjà avoir des réponses, des gens qui vont t'expliquer pourquoi ils mettent cette note. C'est une bonne manière de mettre le pied à l'étrier, tu vois. Donc c'est très peu coûteux en réalité de démarrer, et les impacts peuvent se faire sentir très très vite, quoi. Est-ce qu'il y a des points de vigilance qu'il faut que tu aies en tête quand justement tu commences à mettre en place cette collecte de données, surtout une collecte de données qui est analysée par l'IA? Il y a d'abord un point de vigilance qui peut être lié à la taille de la structure et à l'adoption d'une solution comme la nôtre. Il y a un petit sujet de gouvernance potentiellement, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention à la pression qu'on va mettre sur l'utilisateur pour pas qu'on vienne le sursolliciter, parce qu'il peut y avoir un effet un peu contre-productif, quoi, tu vois. Donc ça peut être utile quand même de se coordonner en interne en disant voilà, cette audience là nous on va aller l'interroger, tu vois, ce mois-ci ou cette semaine. Si on pouvait éviter de trop la sursolliciter, ça serait bien. Donc après, tu as des fonctionnalités dans les outils comme le nôtre, tu vois, pour dire une même personne peut pas être interrogée plus de X fois par mois, par exemple. Tu vois, tu peux mettre un peu comme ça des plafonds, quoi. Mais ça peut être un petit truc quand même, un point de vigilance. Tu peux détériorer l'expérience utilisateur. Ouais, faites voir.
C'est ça, C'est exactement. dommage. Ouais. Et l'autre point de vigilance, tu vois, c'est dans la manière dont on va les interroger aussi. Donc, nous, ce qu'on a pu constater et mesurer, c'est quand même ce qui marche le mieux en termes de taux de réponse, c'est quand tu viens les interroger dans les parcours. Tu vois, tu peux aussi aller les interroger par email, tu vois. Mais en vrai, c'est au moment où la personne est en train de vivre l'expérience. Si tu viens l'interroger sur ce morceau-là de l'expérience, tu as des taux de réponse qui sont plus élevés et une qualité de la donnée qui est meilleure parce que c'est encore frais dans l'esprit de la personne, quoi, tu vois. Normal. Mais donc, comme on est dans leur parcours, il vaut mieux privilégier des interactions qui vont être très rapides, tu vois. Et donc, plutôt 2, 3, 4 questions max. Mais il faut oublier le questionnaire de 20 questions, tu vois. Dans ce cadre-là, ça marche pas. Les gens, ils répondent pas, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Et donc, ce qu'on aura plutôt tendance à préconiser, c'est de multiplier les questionnaires. Plutôt que de faire un questionnaire avec 20 questions, vaut mieux en faire 5 avec 4 questions. Tu vas pas forcément afficher les 5 à la même personne. Tu vas peut-être un peu découper ton audience, tu vois, mais à la fin, tu auras du coup quelque chose qui sera représentatif et la réponse à tes 20 questions. Et l'autre manière de faire, c'est juste de l'étaler dans le temps. Et en fait, de dire, plutôt que d'envoyer une enquête de 20 questions une fois par an, bah, en fait, je vais étaler mes 20 questions sur 3 mois ou 4 mois, tu vois. Et in fine, tu auras une donnée qui sera de meilleure qualité parce que tu auras plus de gens qui t'auront répondu et ils auront répondu à l'ensemble des questions. Alors que le questionnaire de 20 questions, s'ils ont répondu aux 6 premières, tu as déjà de la chance, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est plutôt cette approche-là qu'on préconise d'avoir. Ce qui est pas lié à l'IA, du coup, mais qui est plutôt lié à l'approche que tu dois avoir quand tu vas aller interroger les gens pour avoir une bonne qualité de données. Et après, je pense que c'est plutôt à l'éditeur, donc à nous par exemple, tu vois, de s'assurer que cette donnée après elle est bien structurée, elle est bien qualifiée pour que quand on la donne au modèle d'IA, il en sorte quelque chose qui soit utile, tu vois. Nous on a pas mal de clients qui font l'exercice parfois de tu vois, d'extraire les données et de les donner à ChatGPT ou à Microsoft Copilot ou autre, tu vois. En fait, parfois ils obtiennent des résultats qui sont intéressants. Souvent, être en capacité de prompter correctement ces IA pour que l'IA comprenne qu'il s'agit de feedback utilisateurs qui ont été collectés dans tel contexte, etc., et donc sortir une restitution utile, actionnable, de bonne qualité. En fait, nous, on y a passé énormément de temps et on continue à itérer très régulièrement sur ces prompts-là pour que la donnée elle soit de bonne qualité, l'analyse elle soit de bonne qualité, tu vois. Donc, évidemment, c'est quelque chose auquel notre client pourrait arriver directement lui, mais c'est comme pour tout, en fait. Ton client, il peut redévelopper un outil d'analytics from scratch chez lui. En réalité, vaut mieux qu'il se repose sur quelqu'un dont c'est le métier et qui a 100% de son temps à passer là-dessus, parce que ça sera toujours meilleur, tu vois, que si tu le fais à côté de ton core business et que tu as peu de temps à y consacrer, quoi, du coup. Et t'as des conseils sur quand je dois challenger des outils d'analytics ou des outils de collecte de données, surtout avec de l'IA. À un moment donné, il y avait un débat de Google Analytics pour un outil Analytics, on maîtrise pas trop la donnée, comment elle part où, pour faire quoi. Enfin, et avec l'IA, surtout si on commence à vouloir faire du volume, on peut donner des informations pas forcément à qui on voudrait donner. C'est clairement pas un sujet anecdotique parce que je le disais tout à l'heure, c'est devenu stratégique pour les boîtes d'être en capacité d'améliorer leur expérience. Donc la donnée qui te permet de faire ça, c'est de fait un asset stratégique pour l'entreprise, tu vois. Pour moi, qui a autant de valeur que ton fichier client, tu vois. Si demain ça tombe entre les mains de on sait pas qui, toutes les données sur tes clients et comment ils ressentent leur expérience, qu'est-ce qui marche pas chez toi, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, c'est de l'or en barre pour ton concurrent. Donc choisir avec finesse et prudence les partenaires avec qui tu travailles et à qui tu vas confier ces données, c'est capital. Il y a un outil
tu vois, qui permet de faire ça, c'est le RGPD, qui est souvent en fait vu comme une contrainte, mais en réalité, c'est de la protection de la donnée de nos utilisateurs, de nos clients, tu vois. C'est quelque chose qui est vertueux. Et quand tu t'assures de travailler avec des gens qui respectent le RGPD, bah, c'est une garantie que ton asset stratégique, ta donnée utilisateur, elle parte pas on sait pas où auprès de on sait pas qui. Et ça, en fait, ça doit se faire un peu sur toutes les couches du logiciel que tu vas acheter. En commençant par où est-ce que cette donnée est hébergée. Je pense qu'on l'oublie un peu, mais la CNIL l'a rappelé encore l'année dernière. Héberger ces données chez un hyperscaler américain, on va pas les nommer AWS, GCP, Azure, etc. Même si les données sont physiquement hébergées en Europe, c'est pas une garantie suffisante pour être conforme au RGPD. Parce que c'est des boîtes qui dépendent qui sont des filiales d'une entreprise américaine, donc qui dépendent d'un droit extraterritorial, et c'est un danger. Voilà. C'est la CNIL qui le rappelle. C'est, je pense, de plus en plus un danger dans le contexte de guerre économique, tu vois, qu'on est en train de vivre entre les États-Unis et l'Europe. Et là, on enregistre le 27 mai, mais tu vois, il y a encore des menaces de 50% de droits de douane sur les produits européens aux États-Unis. Je pense qu'à un moment donné, je serais pas surpris en tout cas si l'Europe sortait le bazooka en disant, en réponse, on va tu vois, considérablement entraver l'accès à la tech américaine, tu vois, ce qui gênerait plein d'entreprises européennes et plein de consommateurs européens, mais en fait. Le gros des soutiens aussi économiques, tu vois, à l'administration américaine aujourd'hui, c'est beaucoup d'acteurs de la tech, en fait. Donc, si on voulait frapper là où ça fait mal, ça pourrait être un bon endroit pour frapper, tu vois. Donc, confier ces données dès le départ d'hébergement, tu vois, à des hébergeurs américains, c'est un risque sur le RGPD, c'est la CNIL qui le dit, et c'est un risque économique, étant donné la guerre économique que les États-Unis sont en train de mener, notamment avec l'Union européenne. Et quand tu remontes sur toutes les couches pour arriver à l'analyse de l'IA, c'est pareil. Confier ton analyse de tes données stratégiques à un OpenAI, tu vois, donc acteur américain, données hébergées aux États-Unis, etc., dont on connaît pas vraiment la teneur des modèles, qu'est-ce qu'ils font avec tes données, est-ce qu'ils utilisent vraiment tes données ou pas pour continuer à entraîner leur modèle, c'est un risque. En fait, clairement. Et même quand tu choisis d'héberger, tu vois, tu sais, soit tu utilises les API directement d'OpenAI, ou alors tu peux utiliser des modèles qui sont hébergés chez Azure, par exemple, c'est eux qui le font beaucoup, mais chez Amazon aussi, etc. Là, c'est double danger parce que c'est pas parce que t'as acheté l'instance que t'es protégé. Ok, peut-être qu'ils utilisent moins ces données pour entraîner leur modèle, mais ça reste des instances d'hébergeurs américains, tu vois, avec des modèles d'entreprises américaines, etc. L'avantage qu'on a, c'est qu'en Europe, on a des acteurs qui sont équivalents en termes de qualité dans ces use cases-là, tu vois, et sur lesquels on peut se reposer. Je pense notamment à Mistral. Ce qui fait que tu peux faire de l'analyse de très grandes quantités de données avec des résultats qui sont géniaux, sans que ta donnée elle quitte l'Europe et sans qu'elle soit à aucun moment confiée à un acteur qui dépendrait d'un droit extraterritorial, tu vois. Donc ça, je suis fondamentalement convaincu, pour des raisons, tu vois, une forme un peu de patriotisme européen, tu vois, que c'est important, mais juste pour le respect du RGPD, et quand on voit les amendes potentielles, tu vois, si tu respectes pas le RGPD, c'est quand même pas mal de vouloir le respecter. Et puis, sur confier ces données à des acteurs, tu vois, tiers, dans le contexte d'une guerre économique comme on est en train de vivre. Enfin, il y a une forme de folie, en vrai, je pense, tu vois, on se tire une balle dans le pied. Si on n'avait pas d'alternative locale, t'as pas le choix, vas-y, mais là, en vrai, on en a des alternatives locales, tu vois. Dans tous les secteurs, tu as des alternatives européennes qui ont factuellement rien à envier, tu vois, aux Américains, sur l'hébergement des données, sur les modèles d'IA, et puis après sur tous les outils qui, tu vois, comme nous, qui devons héberger nos données et qui devons utiliser des modèles d'IA, t'as des Européens qui font le job au moins aussi bien que les Américains, voire parfois mieux, parce que en ayant pris en compte les spécificités locales, la culture locale, etc. Et donc ont des outils mieux adaptés aux besoins locaux que des Américains qui font la même chose pour la planète entière, tu vois. Donc ouais,
Ça devrait être au cœur des préoccupations des gens quand ils achètent un outil aujourd'hui. Pour prendre une décision, on devrait avoir tous ces paramètres en tête, je pense. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de la qualité de la donnée et de soigner justement le taux de réponse. Tu as des conseils ou comment tu fais, enfin, quel conseil tu donnerais pour justement essayer d'avoir une qualité de la donnée pour éviter de faire tourner une IA sur une donnée qui est pas quali et pour justement essayer, pour améliorer cette qualité de données, d'améliorer ce taux de réponse. Tu parlais tout à l'heure vous améliorez beaucoup le taux de réponse et c'est des choses qui sont importantes pour vous parce que j'ai l'impression que c'est un peu ta North Star quelque part. Quel conseil tu donnes par rapport à ça? T'as raison, c'est un peu notre North Star, c'est vraiment c'est le point de départ de création de l'entreprise, c'est ça. C'est quand on a constaté que les taux de réponse étaient pas bons. En fait, nous, on a fait une centaine d'interviews, tu vois, à l'époque pour créer la boîte. La page était blanche, on savait pas ce qu'on allait faire. En fait, dans ces interviews, on a une immense majorité des gens qui nous ont dit, j'ai plein de questions à poser à nos clients, mais ils nous répondent pas. Et donc, c'est là où on a cherché à comprendre, tu vois, comment ils les interrogent, c'est qui les acteurs en place, et quand on dit ils répondent pas, c'est quoi? Et en fait, effectivement, la moyenne des taux de réponse sur le marché, alors ça varie évidemment en fonction du canal, etc. Enfin, tu vois, ce que tu vas utiliser pour les interroger, mais en gros, on est autour de 5% de taux de réponse moyen sur le marché aujourd'hui quand tu interroges tes clients, quoi. Voilà. Donc, t'arrêtes 100 personnes dans la rue, t'en as que 5 qui acceptent de te répondre. Okay. Comment t'assurer que ces 5-là pensent la même chose que les 95 autres? C'est ça la clé, en fait. Tu vois, on le sait pas. Et donc, nous, on a vraiment cherché dès le premier jour à voir si c'était une fatalité. Est-ce que les gens ne répondraient plus jamais sur Internet, ou est-ce que si en changeant la manière dont on les engageait, est-ce qu'en fait ils pouvaient se remettre à répondre? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment après, mais aujourd'hui, pour donner un peu des comparatifs, notre taux de réponse moyen chez nos clients est autour de 60%. Et sur un cas comme j'évoquais au début de la discussion de tout à l'heure, tu vois, un site e-commerce qui vient interroger ses clients sur une page de confirmation de commande, on est souvent entre 85 et 90% de taux de réponse. Donc là, tu passes de 5 personnes sur 100 à 90 personnes sur 100 qui répondent à ta question. Tu vois, donc forcément, la donnée, elle est incomparable en réalité. Comment on fait ça? C'est vraiment en respectant la règle que je donnais tout à l'heure, c'est en pensant d'abord à la personne qui doit répondre, en fait. Et donc, nous, on s'est beaucoup plus inspiré des outils que monsieur et madame tout le monde utilise au quotidien dans sa vie de tous les jours, tu vois, et donc les expériences auxquelles ces gens-là sont habitués, plutôt qu'aux questionnaires ou aux formulaires en ligne, en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'on utilise tous? On utilise WhatsApp, Messenger, tu vois, des outils comme ça, très conversationnels, très un peu ludiques, tu vois, et donc nous, on a adopté notre format par défaut historique, c'est un format de questionnaire, mais comme si tu chattais en fait avec le survey, tu vois. D'accord. On joue beaucoup sur les emojis, on affiche qui en interne dans l'équipe pose la question. Donc on sait que c'est Julien qui fait partie de l'équipe produit ou de l'équipe du support client, enfin peu importe, tu vois, qui est en train de te poser une question. Et quand tu sais que c'est Julien qui a besoin d'une réponse, t'as de l'empathie un peu qui se crée et les gens ont tendance à davantage répondre. Donc les formats conversationnels, un peu ludiques, des emojis, le fait de venir personnifier l'expérience, le fait de personnaliser aussi l'expérience, de dire salut Julien, qu'est-ce que t'as pensé de notre moteur de recherche, tu vois, de venir engager comme ça avec de la donnée qui est personnelle, enfin très adaptée au contexte. Le fait, 4e point, de venir poser cette question au bon moment dans le parcours de l'utilisateur. Plutôt, je le disais tout à l'heure, mais plutôt que la grande enquête une fois par an de 20 questions, en fait, qui est envoyée par mail, en fait, le fait de venir interroger l'utilisateur au moment où il est en train de faire une action clé à propos de cette action clé, ça c'est lié aussi au fait qu'on va avoir plus de réponses. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure, mais plutôt avoir une approche de micro-survey, 3-4 questions. Ça a un impact aussi sur les taux de réponse, notamment dans la durée. Parce qu'en fait, tu crées un peu une forme de confiance entre ton utilisateur et toi. Il dit, la dernière fois qu'on m'a interrogé, c'était pas trop chiant de répondre.
on me réinterroge, je vais répondre encore une fois parce que ça va pas me prendre trop longtemps. Ouais, donc on a des taux de réponse et des taux de complétion qui sont stables en fait dans la durée, alors que tu pourrais te dire bah attends, c'est bon, j'ai déjà répondu le mois dernier, ça suffit, tu vois. En fait, on voit pas trop ça parce que bah il y a ça c'est un peu le dernier pilier, tu vois, mais les 4 autres piliers avant sont importants aussi dans l'expérience que tu vas proposer à ton utilisateur et donc au fait qu'il va accepter de te répondre, quoi. Et dans la façon de formuler la question, t'as des conseils ou il y a des bonnes pratiques? Alors, nous, ce qu'on a vu qui pouvait avoir le plus d'impact, c'est de commencer par une question. Souvent, ce qu'on voit, c'est auriez-vous 2 minutes pour répondre à des questions? Oui, non. En fait, les gens répondent non. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement une mauvaise expérience. Oui, parce que tu vas répondre oui, tu vas avoir un truc de la mort. Exactement. Qui va pas te demander 2 minutes, mais 20 minutes. Voilà, bien sûr. Donc, comme les gens se sont fait arnaquer dans le passé, en fait, ils sont méfiants et ils disent non, j'ai pas envie de te répondre. Alors que si tu les interroges tout de suite, avec une première question qui s'affiche immédiatement, et surtout, si c'est une question plutôt pour collecter un score, alors que ce soit, tu vois, un NPS 0 à 10 ou des emojis pas contents jusqu'à très contents, tu vois, ce genre de trucs, bah là, en fait, ils répondent. Oui, parce que ça va vite, tu vois, de cliquer sur un score ou sur un emoji. Okay. Et c'est déjà un premier signal. C'est déjà mieux que rien. Même s'il s'arrête à ça, t'as déjà au moins une note, tu vois, et que tu vas pouvoir suivre dans le temps. Et après, ils ont engagé, tu les as attrapés sur cette première question, ils ont vu que c'était rapide. Si ta deuxième étape, c'est de leur demander pourquoi ils t'ont mis cette note-là, bah dans beaucoup de cas, en fait, ils vont t'expliquer, même si c'est succinct, mais t'auras une explication quand même, quoi. Et donc oui, nous ce qu'on recommande, ta première étape doit être quand même assez facile. C'est la technique. Ouais, elle doit être engageante. Si tu as besoin d'un service, tu demandes l'heure d'abord parce que c'est facile d'avoir la réponse. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est une très bonne image. Ouais, c'est ça. Et première étape facile et qui est directe. Et direct. Mais qui est pas masqué, en fait. Ça peut paraître contre-intuitif parce que tu peux te dire attends, je vais être gentil et poli, je vais demander l'autorisation à mes utilisateurs, mais en fait, tes utilisateurs, ils utilisent pas que ton outil. Donc même si toi t'es sympa et que tu les as respectés jusqu'ici, en fait, ils ont déjà eu des mauvaises expériences avec ça dans le passé, et donc c'est ça qui leur est resté en tête. Donc leur demande pas l'autorisation. Au pire, ils te répondent pas, ils ferment le questionnaire et c'est pas grave. Mais la plupart d'entre eux, en fait, vont répondre à ta première question. Donc autant la poser directement. Selon toi, ça va évoluer comment? Dans les prochaines années, ces pratiques autour de l'expérience utilisateur, la collecte de signaux, de feedback, etc. C'est quoi les grandes prochaines étapes? C'est difficile de te répondre sur les prochaines années vu l'accélération qu'on a connue sur ces dernières années, tu vois. Et en fait, on se serait parlé il y a 3 ans. Est-ce qu'on aurait parlé de l'IA, de ChatGPT, tu vois, C'est les prophéties de la tech, c'est toujours comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à plus court terme, alors je me place de mon point de vue d'un éditeur de logiciels dont la mission est d'aider nos clients à améliorer l'expérience de leur propre logiciel, d'accord? Quand je dis logiciel, ça peut être un site e-commerce, une app mobile, mais nos clients, au quotidien, leur rôle, c'est d'améliorer l'expérience de leurs utilisateurs. Et nous, on les aide à faire ça. Donc, comment est-ce que je pense que ça va évoluer? Ça va forcément suivre les évolutions d'expérience proposées par les éditeurs. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'IA, elle prend de la place dans les outils comme la nôtre, mais elle prend aussi de la place dans tous les outils, en fait. Et tu vas dans ton outil de compta, tu as un assistant IA, un copilote, tu vois, qui t'aide à analyser ta donnée. Enfin, c'est les assistants et l'IA deviennent petit à petit un peu la norme dans l'expérience utilisateur, tu vois. Alors aujourd'hui, très influencé par ChatGPT, c'est des assistants très conversationnels, t'as une boîte de chat qui s'ouvre, tu vois, et tu discutes avec ta donnée. Peut-être que cette forme-là évoluera dans le temps, mais en tout cas, pour le moment, c'est cette forme-là qui est en train de se déployer. Et donc, la mesure de la qualité de l'expérience, sous toutes ses formes, quanti-quali, doit nécessairement s'adapter à cette nouvelle forme d'expérience qui prend de plus en plus de place dans les outils, en fait. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez nous, tu vois. On peut déjà faire pas mal de choses avec notre plateforme, mais
nécessairement, on va aussi avoir des annonces à faire, tu vois, là-dessus bientôt, parce que c'est quand même une nouvelle manière pour les éditeurs de SaaS, pour les éditeurs d'app mobile, pour les éditeurs de sites e-commerce, tu vois. C'est quand même une nouvelle manière qu'ils ont, eux, d'interagir avec leurs clients, leurs utilisateurs. Et comme nous, notre métier, c'est de les aider à améliorer cette interaction qu'ils ont avec leurs clients, bah, on doit aussi s'adapter à ça. Et donc, je pense que c'est une tendance forte de la mesure de la qualité de l'expérience pas pour les prochaines années, mais pour les prochains mois, sans doute. Voilà. Et la question qui me vient, c'est, je vois que ce que tu expliques, c'est que cette analyse de feedback te permet de prendre des décisions que tu n'anticiperais pas forcément naturellement avec de l'expérience ou de l'intuition, notamment avec des signaux faibles qui peuvent passer à travers et qui peuvent être remontés par des IA. Est-ce que tu penses que l'étape d'après, c'est l'IA qui va peut-être suggérer des features à implémenter ou des choses qui manquent dans ton application, pas juste te faire remonter des signaux, te faire remonter vraiment des éléments concrets à mettre en place? Bah alors ça c'est des choses qu'on fait déjà. T'as déjà eu des exemples comme ça C'est des choses qu'on fait déjà en fait aujourd'hui, tu vois. C'est pas typiquement Enfin en fait, nous dans Scribe, l'analyse des feedbacks c'est un tableau de bord qui a différents indicateurs. Tu as de la synthèse, on fait ressortir un peu des feedbacks représentatifs, on fait une sorte de SWOT, tu vois, c'est quoi un peu les forces, les faiblesses, etc. identifiées dans les réponses à tes questions. On a une section un peu Q&A, donc c'est quoi les grandes questions auxquelles tu trouves des réponses dans les feedbacks que tu as reçus, qui peuvent être différentes parfois aussi des questions que tu as posées. Donc je sais pas, par exemple, pour illustrer un NPS, donc ta question elle est standard, tu vois, à quel point vous nous recommanderiez. Si dans l'explication des mauvaises notes, tu as beaucoup de gens qui te parlent d'une mauvaise expérience dans ton app mobile, bah une des questions auxquelles tu trouves des réponses dans tes feedbacks, c'est que pensent les gens de mon expérience sur mobile, tu vois, par exemple. Donc, et là, tu vas avoir une synthèse des réponses sur ce sujet. Et le dernier indicateur qu'on propose, c'est 10 suggestions d'amélioration à apporter à ton produit basées sur les feedbacks que tu as reçus, tu vois. Donc, dans le cas de Smallable que j'évoquais au départ, dans les 10 suggestions, tu avais listé, écrit noir sur blanc, on devrait pouvoir avoir une adresse de facturation différente de l'adresse de livraison, tu vois. Si les gens te disent j'aimerais pouvoir payer avec Apple Pay, c'est pas possible, bah en suggestion d'amélioration, on va te dire ajoute Apple Pay en moyen de paiement. Enfin c'est souvent évident en vrai quand tu lis les feedbacks, mais bah t'as cette liste qui existe. Après ça devient pas une to-do list et le PM devient pas juste un exécutant, tu vois, genre faut dépiler la liste et c'est tout. Ouais, bah, c'est souvent une porte d'entrée pour dire ah ouais, a priori, je devrais ajouter Apple Pay en moyen de paiement. Ok, bah, je vais aller creuser ma donnée brute en la filtrant pour garder que les gens qui me parlent de ça. Et je veux comprendre pourquoi est-ce qu'ils me demandent ça. Est-ce que c'est sur des paniers spécifiques ou est-ce que c'est vraiment une grande majorité de gens qui me demandent ça? Enfin, c'est une porte d'entrée dans ton analyse, tu vois. Mais tu l'associes avec combien de personnes pourront être impactées par parce qu'en fait l'idée d'après c'est de mesurer l'impact et donc du coup le ROI de ce que tu es en train de faire. Oui. Alors en première étape tu l'associes à un volume de personnes qui ont fait cette demande déjà, tu vois. Donc ça te permet de dire ok, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. On l'associe à des données de qualification sur les utilisateurs en fonction de ce que tu nous remontes via le SDK, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, tu peux savoir si c'est plutôt des clients fidèles, par exemple, qui te demandent ce truc. Est-ce que c'est des clients qui dépensent beaucoup? Enfin, tu vois, si t'as ces données et que tu nous les envoies, on peut du coup les rattacher aux réponses. Est-ce qu'ils sont VIP? À quel niveau de facturation ils sont? Exactement. Est-ce que c'est des gens qui font partie de mon programme de fidélité, etc., etc. Donc, ça te permet aussi de qualifier la demande et de choisir potentiellement de pas la prioriser, tu vois, si c'est que des curieux qui dépensent jamais rien chez toi, qui te demandent ça, bon bah tu peux choisir de pas le faire, voilà. Et après, une fois que tu as choisi de prioriser cette feature, le jour où elle sort en production, nous ce qu'on te recommande c'est de faire deux choses, c'est de l'annoncer aux gens qui te l'ont demandé. Ça paraît tout bête, mais combien d'équipes produits mettent un truc en prod et puis passent au sujet d'après et oublient la partie product marketing, tu vois. Et en fait, c'est quand même important de revenir vers tes utilisateurs et de leur dire que c'est disponible. Donc, ce que tu peux faire avec une plateforme comme Scribe, c'est de dire, bah tiens, toutes les personnes qui m'avaient demandé ça dans un survey,
j'en crée une audience et je leur affiche un message, un product tour, tu vois, un guide, mais que pour ces gens-là, parce que ils m'ont. Ça, c'est un impact de fou. Ah oui, parce que du coup, comme on dit en anglais, tu closes the feedback loop, tu vois, tu reviens vers les gens qui t'ont fait une demande. Au fait, vous nous aviez demandé Apple Pay. Merci beaucoup, ça nous a aidé à améliorer notre produit. Cliquez ici pour découvrir Apple Pay ou nos nouveaux filtres du moteur de recherche. Tu vois. Je vois très bien. Et donc, tu as un impact sur l'adoption parce que les gens juste sont au courant que le truc dont ils avaient besoin est enfin disponible. Et donc ça, c'est le premier truc qu'on recommande. Et le deuxième truc, c'est cette dernier étage de la pyramide, c'est ils viennent de s'en servir. Ça y est, ils sont au courant que ça existe, ils viennent de s'en servir. Ou alors c'est la deuxième ou troisième fois qu'ils s'en servent de cette nouveauté. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça y est? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'on a répondu aux besoins? Ou est-ce qu'en fait, en réalité, on a un peu tapé à côté dans la réponse aux besoins et il faut qu'on continue encore un peu à itérer? Et c'est ça qui permet d'avoir la mesure de l'impact. C'est je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il y ait de l'adoption et je veux mesurer la qualité pour m'assurer qu'il va y avoir de la rétention, quoi. J'ai des questions complémentaires à notre sujet. La première, c'est sur la partie industrie IT, parce que tu es dans l'industrie de la tech. Selon toi, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau l'industrie IT maîtrise la capacité à tenir les délais, les budgets et à délivrer la vraie valeur produit? C'est une bonne question. Et je vais faire comme tu vas faire, tu vas me dire de 1 à 10, et puis après je vais te demander pourquoi. De 1 à 10... Écoute, je mettrais un 6. Okay. Je mettrais un 6 parce que ce qu'on a pu observer, nous, en 5 ans de Scribe, à travailler avec des équipes produits, c'est qu'il y a énormément d'entreprises, y compris des grandes entreprises, qui ont fait leur transformation produit. Tu vois, il y a eu à une époque une transformation digitale, où on avait zéro digital, on a fait du digital. On a appelé ça la transfo digitale. En fait, la deuxième étape de ça, c'est qu'il y a eu aussi une transfo produit. C'est-à-dire qu'on est sorti de... j'ai mis que 6 sur 10, c'est pas un 10 sur 10 encore, mais dans beaucoup de boîtes, on est sorti de... C'est des chefs de projet, tu sais, les fameux cycles en V, avec des projets qui sont très longs, etc., qu'on avait au début du digital dans ces boîtes, pour basculer à un mode product management, tu vois, comme les startups et les scale-up, mais dans tous les types de boîtes, en fait. Et donc, on a des gens qui sont des product managers, pas des chefs de projet digitaux, c'est pas le même métier, qui sont pas là que pour gérer des deadlines et tout, mais qui sont là pour gérer l'identification des besoins des clients, la bonne réponse à ces besoins, les tests, les interviews, etc., etc. Donc ça, il y a eu dans beaucoup de boîtes, y compris dans des grandes boîtes, cette transformation produit. Elle est pas encore opérée partout, c'est pour ça que je mets pas plus que 6 sur 10. Et quand elle est opérée, il y a encore un sujet, sur tout ce qu'on s'est dit, autour de l'outillage et de la capacité à avoir des données de bonne qualité et des données qui sont représentatives, des données quanti et quali, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça, même quand il y a eu une transfo produit, souvent, du coup, ça arrive de, OK, maintenant qu'on a la bonne approche, la bonne structure, la bonne méthodo, maintenant, il faut qu'on ait les bons outils et la bonne qualité de données pour pouvoir vraiment agir, quoi. Et sur les boîtes que tu connais qui ont réussi, les grosses boîtes que tu connais qui ont réussi à faire cette transfo produit, leur maîtrise de la partie, à quel point ils livrent rapidement des choses en tenant les délais, en tenant les budgets et en ayant l'impact qu'ils souhaitent avoir, c'est cette capacité d'excellence dans l'exécution. Tu la mets à quel niveau? Là, je la mets à un niveau assez élevé, en vrai. Je suis assez bluffé. Donc, tu penses qu'il y a une vraie corrélation entre cette capacité, cette transfo produit et cette capacité à avoir d'impact et à tenir des budgets et des délais? Transfo produit qui allait jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai pas juste organisé mon équipe avec product manager, product designer, user researcher, là, mais je me suis outillé, j'ai de la bonne qualité de données, j'ai choisi les bons partenaires, tu vois. Si ça a été fait de bout en bout, alors ils sont en capacité, et parfois même ces grandes boîtes plus que de la start-up ou de la scale-up qui, en fait, parce qu'ils ont plus de moyens, en réalité, tu vois aussi, ils sont en capacité de délivrer correctement. Et j'ai dit qu'il y a plus de moyens. Il y a un autre facteur de succès dans ces boîtes-là qu'on retrouve pas toujours dans les start-up.
je le dis en étant une start-up, donc en toute humilité, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de pragmatisme en fait dans ces équipes-là, parce que justement, elles ne sont pas nées du digital ou elles sont pas nées du produit. T'as des boîtes qui sont là depuis 150 ans, ça fait 150 ans qu'elles existent et qu'elles font du business. Le digital, c'est un nouveau moyen d'en faire, qui d'ailleurs, c'est pas toujours substitué au canal historique, tu vois. C'est souvent un canal en plus, et qui doit être au service de l'entreprise, et qui est pas au cœur, c'est pas l'alpha et l'oméga de la stratégie de la boîte. C'est devenu un moyen de le faire, mais c'est pas l'objectif. Là où quand t'es une boîte digital native, bah en fait il y a que ça qui existe, et donc tu peux avoir parfois ce manque d'humilité, ce manque de pragmatisme des équipes product dans les boîtes tech, parce qu'elles sont toutes puissantes, tout repose sur elles, tu vois, tout repose sur le produit en fait, quoi. Dans une boîte traditionnelle, je sais pas, de la grande distribution par exemple, j'en sais rien, bah en fait le business, il se fait aussi dans les magasins, tu vois, et l'app mobile, c'est un maillon de la chaîne. C'est pas le maillon, c'est pas le cœur, en fait, quoi, tu vois. Il est important, et il est de plus en plus important, mais il est à sa place, en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que du coup, ça te force d'autant plus à prendre les bonnes décisions, parce que tu vas pouvoir bullshiter personne dans une organisation comme ça, quoi, tu vois. Et en fait, tu vas vraiment devoir montrer que les décisions que tu as prises, elles ont un impact. Et l'impact, il est business. Tu vois, dans ces boîtes-là, y a pas, c'est pas un impact sur, je sais pas, le taux d'adoption de je sais pas quoi. Non, c'est un impact sur les revenus, un impact sur la fidélisation, peut être un impact sur la satisfaction, parce que c'est des indicateurs importants, tu vois, pour ces boîtes-là qui sont elles aussi dans des environnements très concurrentiels, mais c'est concret en fait comme mesure, tu vois, de l'impact. Donc moi je trouve que c'est très très vertueux, et ça les force souvent à bien faire leur travail en fait, quoi. Ouais. C'est plus dur, il y a plus d'exigences, mais du coup ça te tire vers le haut naturellement. Ouais, exactement. Et ça te tire vers le haut à ta place dans une organisation où il y a des gens qui font des métiers différents, et chacun, tu vois, participe au succès de la boîte à sa place en fait, quoi. Et ça, je trouve que c'est vertueux en vrai. Simon, comment tu fais ta veille, toi? Je fais beaucoup ma veille sur Twitter, que j'ai encore du mal à appeler X, mais je suis sur Twitter depuis 2006 ou 2007. Il y avait moins d'1 million d'utilisateurs quand je me suis inscrit, et c'est devenu vraiment, depuis tout ce temps, c'est vraiment au cœur un peu de mon quotidien, tu vois. T'arrives encore à rester sur Twitter? Oui, parce que en vrai, c'est quand même très lié à qui est-ce que tu suis, à qui est-ce que tu es abonné. Et si tu fais un petit effort de 30 minutes pour dire, parce que tu sais, t'as un onglet, t'as 2 onglets dans l'app, les gens que tu suis, et un truc qui s'appelle For You, je crois, où là, c'est l'algo qui te recommande des trucs. Tu passes 30 minutes à dire à l'algo, ça m'intéresse pas. T'as que des choses d'une qualité exceptionnelle, je trouve. D'accord. Pour moi, dans ce feed-là. Voilà. Et je sais très bien l'image que ça a, tu vois, récemment, plutôt sur du sujet politique et tout. Sincèrement, je n'ai aucun contenu de ce type dans mon flux Twitter, parce que j'ai fait le choix de pas vraiment m'abonner à ça, et de masquer ceux qu'on pouvait me proposer, tu vois, dans l'algo, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma source numéro 1. La difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'il y a certains influenceurs, de personnes qui partagent des choses hyper intéressantes, qui, dans le temps, quittent Twitter, en fait. C'est vrai, et en même temps, je trouve que justement sur les sujets d'IA, c'est là où ils sont très actifs quand même, je trouve, tu vois, ces créateurs de contenu-là. Après, je me repose aussi beaucoup sur LinkedIn, et c'est là où moi je crée la plupart de mes contenus, tu vois, que j'essaye de faire aussi autour du produit, etc. Je trouve que c'est aussi une source, tu vois, de veille et de discussion. Tu vois, j'ai été très actif en création de contenu et en discussion sur Twitter il y a longtemps. Je le suis plus tellement, je suis plutôt en écoute maintenant. Alors que sur LinkedIn, je trouve que c'est un endroit où, pour moi, c'est très perso ce que je raconte là, mais c'est un endroit où la discussion elle est un peu plus facile aujourd'hui, je trouve. Donc j'aime bien ça. Plus safe, et puis, quand même, LinkedIn. Plus safe, même si moi j'ai jamais eu de mauvaise expérience sur Twitter, tu vois, mais je sais pas,
c'est peut-être une évolution très perso, tu vois, mais je trouve que ça s'y prête davantage de venir commenter des choses, de venir, donc c'est plus là où je vais être en discussion. Okay. L'exemple que je donnais tout à l'heure, commenter le NPS qui a été partagé par le CEO de la boîte, tu vois, je trouve que ça s'y prête bien et il y a aussi du coup beaucoup de gens dans notre industrie ou de leaders d'opinion, product et tout, qui publient beaucoup sur LinkedIn et je trouve que c'est quand même un bon endroit pour s'informer et rester au contact de la communauté, quoi. Voilà. Pas trop YouTube? Non. Pas trop YouTube? Non, quasiment pas, j'avoue. Si, pour écouter ça, tu vois, des sets de DJ ou ce genre de choses, mais pour des contenus pro, faut regarder des excellents podcasts comme on part en prod sur YouTube. Alors, j'en écoute beaucoup des podcasts, mais plutôt en format audio. Ouais. Mais moi, j'ai fait de la radio FM longtemps, dans une autre vie. Donc, je suis assez attaché à l'audio, ouais. En promenant mon chien, j'écoute des podcasts, voilà. Je suis plutôt sur ce format-là. Ouais. Les gens Et l'audio est génial parce que tu peux l'utiliser en tâche passive, en fait. Oui. Pendant que t'as tes yeux occupés pour faire quelque chose, par exemple, tu promènes dans la rue, vaut mieux avoir ses yeux à regarder ce que tu fais. C'est mieux. Tu peux écouter en même temps. Mais, après, mais la vidéo apporte ce côté, tu vois la personne et t'as un côté authenticité. Tu vois, je veux dire, c'est tu vois vraiment la personne qui parle et donc les expressions. Et tu vois, il y a une partie quand même de ce qu'on dit qui est basculé par le non-verbal et qui est envoyé par le non-verbal. Donc voilà. En fait, quand je te dis que je vais pas sur YouTube, c'est que j'ouvre pas youtube.com et genre, ok, propose-moi des choses. Je le fais sur Twitter et je le fais sur LinkedIn. Ça, tu vois, genre, je viens rien chercher et je vais avoir des choses qui m'arrivent. Par contre, sur Twitter ou sur LinkedIn, il y a régulièrement des liens qui amènent vers des contenus qui sont sur YouTube et là, je m'y retrouve et effectivement, ça va être des vidéos, mais que je peux laisser ouvert dans un onglet et je continue à faire autre chose en même temps, tu vois. Et tu vois, chez Scribe, nous, alors, on l'a mis un peu en stand-by et on travaille à relancer ça, mais on a fait un format vidéo aussi qui s'appelle Product Backstage, parce qu'on avait envie de proposer du contenu à la communauté produit, et il y a beaucoup de choses qui existent, tu vois, des newsletters, justement des podcasts audio, etc. Donc, on s'est demandé ce qu'on pouvait apporter de différent. Et donc là, tu vois, on s'est dit que la vidéo pouvait être un bon moyen d'avoir une approche différente si, en plus de ça, dans la vidéo, on profite du canal vidéo pour amener des choses qu'on voit pas trop d'habitude. Et donc, dans les épisodes qu'on a fait, les équipes produits chez qui on est allé, alors déjà on se balade un peu dans leur bureau, donc ça permet de voir où est-ce que travaillent les gens, tu vois, chez Doctolib par exemple, à quoi ça ressemble, voilà. Et puis en plus, ils ouvrent leur ordi et ils vont dans les DocNotion, ils vont dans les Figma, et voilà, on a testé tel truc, ça a marché, ça a pas marché. Ils montrent des choses. Et ça, je te rejoins à 100%. La vidéo, c'est du coup le seul moyen de montrer ça, tu vois, de ce genre de contenu. Mais on a eu beaucoup de témoignages de gens qui disaient, en fait, j'écoute en audio dans un onglet et quand tu commences à montrer des trucs, là, je réouvre l'onglet YouTube parce que je veux voir. Mais t'as une bonne partie de la discussion qui est en audio, elle se suffit à elle-même, tu vois. Mais de temps en temps, hop, je rejump dans la vidéo pour justement voir l'écran qui est en train d'être partagé. Et, donc ça permet de jongler entre les deux. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la dernière série ou le dernier film que tu as regardé? Je suis un gros consommateur de séries. J'en regarde plusieurs en même temps, en parallèle. Un candidat avec moi. Ouais. Et alors celle que je regarde en ce moment même, c'est The Last of Us et The Handmaid's Tale. Voilà, on est sur la fin un peu en tout cas The Handmaid's Tale et puis et Last of Us, j'avais joué au jeu et je trouve que la série, c'est rare quand une adaptation soit aussi bien faite. Là, c'est vraiment c'est parfait, quoi. Très bien. J'attends d'avoir la saison 2 complète pour la regarder d'un coup. Ah oui. Je sais que je vais la regarder d'un coup. Donc je ne te dis rien. T'as joué? T'avais joué au jeu? Quasiment pas. Très très peu. Ah écoute, si un jour t'as envie de t'y mettre, je te le conseille parce que la série arrive à creuser certains personnages que juste tu croisais dans le jeu et ça apporte ça étend l'univers, en fait, je trouve. Et quand une œuvre arrive à faire ça, tu vois, où t'as un univers de base et il arrive à être étendu avec d'autres formats, enfin, c'est génial, quoi. Donc, dans la newsletter Exfabrica, j'avais partagé une vidéo de Samji où il explique que même si t'as une super série, le jeu bat. Parce que t'as l'immersion, l'expérience et en 2 secondes et il démontre très très bien. Je te enverrai la vidéo.
Et ils démontrent très bien encore en peu de choses, ils arrivent à faire passer énormément de choses. Et donc, du coup, c'est incroyable. Ce qui est sûr, c'est que là, très souvent, en regardant les épisodes, j'ai ressenti des émotions que j'ai eues en jouant au jeu. Génial. Ça m'a ramené dans le jeu. Mais c'est là où je trouve que c'est une super adaptation ou une super extension de l'univers, c'est qu'ils ont réussi aussi à m'amener des émotions complémentaires. Tu vois, il y a notamment, je crois que ça doit être le 3e épisode de la première saison où tu sais, on est avec ce couple un peu de survivalistes là, voilà. Ouais. En fait, tu les croises à peine dans le jeu finalement. D'accord. Tu sais donc ils ont développé tout un axe et complémentaire. ils ont creusé ces personnages et en plus avec beaucoup d'émotions, tu vois, etc. Ouais. Et donc c'est pas juste je revis la même histoire que dans le jeu mais sous un autre format. Ils ont réussi, je trouve, à étendre un peu l'univers. Et c'est super. Je trouve que l'exemple ultime de ça, c'est la saga Star Wars où t'as les films, mais toutes les séries, alors elles sont plus ou moins réussies, mais t'en as qui sont superbes et qui arrivent à étendre aussi cet univers. Et c'est rare quand même, tu vois, d'avoir des œuvres comme ça. En France, on a Kaamelott, je pense, qui arrive à bien faire ça, tu vois, où t'as l'œuvre originale et une extension de l'univers en BD, en film, tu vois. Et donc c'est rare en fait de réussir à faire ça. Et donc, du coup, tu regardes énormément de séries. Est-ce que tu as une série un peu moins connue qui déchire et que les gens doivent connaître? Ma série préférée, c'est The West Wing, écrite par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, les gens le connaissent parce que c'est lui qui a écrit The Social Network, le film sur Facebook. Mais il a fait plusieurs séries qui sont toutes géniales, dont The West Wing, qui est une série politique. Alors ça, c'est mon genre favori. Et The West Wing, ça se passe, c'est un peu un univers parallèle à l'administration Bush. C'est comme si un candidat démocrate avait gagné, si tu veux, à la place de Bush, quoi, grosso modo. Et donc ça se passe sur cette période-là. Tu suis la garde rapprochée du président des États-Unis et tous les acteurs sont plus géniaux les uns que les autres et puis surtout l'écriture d'Aaron Sorkin. C'est presque une série que tu pourrais écouter si tu veux parce que t'aurais pas forcément besoin de regarder. T'as plein d'épisodes où il se passe rien, tu les écoutes juste parler. Et d'ailleurs, c'est comment dire, ils en rigolent un peu, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages où ils font des walk and talk, où juste ils marchent dans des couloirs et il se passe plein de trucs dans ce qu'ils sont en train de se dire, mais il n'y a pas d'action à l'écran réellement, tu vois. Et donc c'est devenu, tu vois, il y a eu des parodies un peu de cette série-là en walk and talk, et il y a même un épisode où ils parlent en marchant dans les couloirs et puis à la fin de la discussion ils disent mais tu vas où? Je sais pas, je te suivais. Non, c'est moi qui te suivais. Enfin tu vois, ils en rigolent un peu quoi, tu vois. Donc c'est et tout repose sur le talent d'écriture d'Aaron Sorkin qui, enfin pour moi j'ai jamais rien regardé d'aussi bien écrit que cette série là quoi. Voilà. Génial. Est-ce que tu as des recommandations de je sais pas, de podcasts, de livres? Enfin, des choses à découvrir. Là, tu viens de nous faire une reco d'une super série, mais est-ce que t'as des, je sais pas, un podcast que t'adores, des personnes à suivre sur Twitter qui déchirent et qui donnent énormément de valeur. Enfin, je sais pas. Voilà, des recos. Pour le coup, je lis assez peu de fiction. Si, je lis pas mal de BD, par contre. Récemment, j'ai lu l'Odyssée d'Hakim. L'histoire d'un exilé syrien. Alors, j'ai lu que le premier tome, mais j'ai très envie de lire les autres du coup. C'est vraiment génial pour tous ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets-là, tu vois, enfin voilà, c'est super bien écrit et tout, donc ça je le recommande. Moi je suis breton, je vis à Nantes, mais on peut considérer que c'est la Bretagne. Ça fera un débat dans les commentaires de l'épisode, ce sera bon pour le reach et l'engagement. Allez-y, dans les commentaires. Il y a une super maison d'édition, je me permets d'ouvrir un autre onglet qui sort plein de petits bouquins sur la Bretagne, notamment il y en a un qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, l'Himalaya breton. C'est les éditions du coin de la rue, voilà. Et
typiquement, ce bouquin-là, j'ai adoré. En fait, c'est l'auteur part dans les montagnes bretonnes, tu vois. Donc quand t'es breton, tu sais que c'est pas très haut. Je pense que le point culminant il doit être à 300 ou 400 mètres, tu vois. Enfin, mais justement, il tourne ça un petit peu en dérision en disant ok, c'est pas très haut, mais en même temps ça peut être une vraie ascension quand même, tu vois, y compris personnelle et tout, et de te retrouver dans ces paysages là qui sont pour beaucoup restés un peu sauvages. Et en fait, tu lis, c'est un peu le récit d'une sorte de road trip dans les montagnes bretonnes, quoi, tu vois. Et tu lis ça, t'as envie de faire le même trajet que lui, quoi, tu vois. Vraiment, il arrive à te transporter un peu dans les paysages et tout. Donc j'ai adoré. Et en fait, tous les bouquins de cette petite maison d'édition bretonne, édition du coin de la rue, sont tous vraiment géniaux. Ils ont notamment sorti une enquête en BD qui s'appelle La frontière bretonne, sur est-ce que Nantes doit être en Bretagne ou pas. Non mais c'est génial parce que ça retrace en fait pourquoi est-ce que ça n'est plus en Bretagne, pourquoi est-ce que ça n'a pas été remis en Bretagne après la guerre. Enfin tu vois, il y a tout ça. Et là, tout ce qu'ils ont sorti est vraiment top. Donc je m'attendais pas à parler de ça dans ce podcast avec toi aujourd'hui, mais écoute, je peux recommander ça aux gens qui s'intéressent un petit peu à la Bretagne. À tous les Bretons qui nous écoutent. Voilà, et aux autres, qui ont envie d'en savoir plus. Mais et pour le coup, dans cette maison d'édition, t'as différents angles pour t'intéresser à la Bretagne. Tu vois, t'as ce côté un peu touristique ou paysage. Tu as le côté un peu plus historique avec le découpage de la région. Je l'ai pas encore lu, mais ils ont sorti récemment les mémoires un peu d'une paysanne bretonne, tu vois, à son petit-fils qui a retrouvé le journal intime de sa grand-mère, tu vois, et qui l'a publié parce que ça raconte à travers les yeux de sa grand-mère toute l'histoire de la paysannerie bretonne, tu vois, toutes les révolutions qu'il y a eu. Enfin voilà, tout ça je l'ai pas encore lu, mais ça a l'air assez intéressant. Donc voilà, il y a plein d'angles différents pour si la Bretagne vous intéresse de près ou de loin via cette maison d'édition, quoi. Et après, d'un point de vue plus pro, moi je recommande toujours 2 bouquins. Le premier, c'est The Mom Test, qui devrait être sur la table de nuit de tous les product managers, je pense, parce qu'en gros, c'est comment bien mener une interview utilisateur sans la biaiser à tous les stades de ton projet, que ce soit au démarrage, t'as une page blanche, jusqu'à je veux sortir une nouvelle feature. C'est hyper facile de biaiser la conversation et d'aller chercher la confirmation que t'aimerais avoir. Et c'est le pire des trucs qu'on peut faire en interview, parce qu'en fait t'as besoin que la personne en face de toi te dise la vérité, ce qu'elle pense vraiment, et pas ce que t'as envie d'entendre. Et The Mom Test s'appelle comme ça parce que peut dire tu vois, aller interroger sa mère, c'est facile, elle voudra toujours être gentille avec vous, elle vous dira oui, tu vois, mais en fait c'est pas utile, quoi. Et comment mener une interview qui va être utile, qui va te permettre de collecter de la donnée sur laquelle tu vas pouvoir te baser pour prendre des décisions. C'est un tout petit bouquin qui se lit hyper vite, et moi je m'y réfère régulièrement pour pas perdre de vue un peu les principes qui y sont dictés, tu vois. Et l'autre qui est complémentaire à ça, qui s'appelle When Coffee and Kale Compete, qui en fait introduit la notion de job to be done, qui est hyper importante dans le product management, et qui l'explique avec plein d'exemples qui sont pas tech et produits. Et c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. C'est si demain tu veux lancer une boisson pour le petit déjeuner, en fait, tu vas peut-être te dire, mes concurrents, c'est le café. En fait, non, le matin, t'as plein de gens qui prennent des jus de fruits ou des smoothies. Tu vois, le côté kale, ça, c'est plutôt les smoothies, quoi, voilà. Et en gros, si toi, t'arrives avec une autre approche, t'as pas forcément que des concurrents directs. T'as aussi plein d'alternatives qui sont perçues par tes clients ou tes utilisateurs comme étant une réponse à ce besoin-là, et que t'as pas forcément identifié. Et c'est très important de les avoir en tête, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une vue un peu exhaustive des solutions qui sont envisagées par tes utilisateurs ou tes prospects, tes clients, comme une réponse à leurs besoins, alors que toi, tu veux apporter une réponse à ce besoin, justement, tu vois. Donc, c'est 2 bouquins que je recommande souvent à différents stades, tu vois, soit des gens qui sont un peu porteurs de projets, qui ont une idée, je leur dis arrête tout,
va parler aux gens et ces 2 bouquins vont t'aider à leur parler, ou alors même plus tard, tu vois, nous on est dans des phases un peu justement de discovery, d'interview en ce moment avec des clients. J'ai repris les bouquins pour être sûr que même après 15 ans de product management, pour être sûr que j'étais pas en train de biaiser, parce qu'on avait un peu une idée sur un sujet. En fait, il faut enterrer cette idée et aller chercher la réponse dans l'esprit de nos utilisateurs et de nos clients. Donc, à tout stade, je trouve, d'un projet, d'un produit, d'une feature, ces 2 ressources peuvent être très utiles, quoi. Merci Simon. Si on veut te suivre, te contacter, il y a LinkedIn, Twitter. Exactement, carrément. LinkedIn, c'est vraiment le bon endroit, je pense, sur les sujets effectivement dont on a parlé aujourd'hui. Sinon, directement par mail, n'hésitez pas, c'est simon@scribe.app. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer un mail, screeb.app. Et puis, je ne peux que vous encourager à aller tester la plateforme aussi sur le site. Vous créez un compte, vous pouvez tester gratuitement l'outil et voir comment est-ce que ça peut vous aider à collecter un maximum de données, à bien l'analyser et à prendre des bonnes décisions pour améliorer vos expériences utilisateurs, quoi. Génial. Merci encore pour ton temps. Je remercie à tous ceux qui sont encore là au bout d'une heure et demie. On redémarre sur On part en prod des épisodes longs et donc merci d'avoir joué le jeu de redémarrer avec nous. Ces épisodes longs où on rentre en détail sur un sujet, on redémarre les épisodes longs. On a une newsletter qui va être active tous les mois. Inscrivez-vous, suivez-nous, abonnez-vous, aidez-nous à porter les messages que l'on porte avec Simon et avec tous les super invités qu'on va avoir dans le futur. Merci Simon, encore merci. À bientôt, salut. Vous avez le lien en description pour vous inscrire à la newsletter Exabrica. La newsletter Exabrica, c'est un mail par mois. Et dans chaque mail, vous trouverez la prochaine vidéo de On part en prod en exclusivité, un article sur des sujets variés comme l'architecture, l'agilité, l'IA, le craft, le produit, le design, et des recommandations de ressources vraiment cool que vous ne connaissez probablement pas. Ça se lit en 5 minutes et c'est gratuit. Si vous voulez plus de contenu centré sur l'expérience utilisateur, je vous laisse découvrir mon échange avec Sébastien Lost autour du métier de designer et la nécessité de bien comprendre les frustrations des utilisateurs.